justement à ceux qui n'avaient pas la parole, que ce soit les jeunes, les femmes ou les personnes vivant avec handicap ou d'autres acteurs qui ne sont pas forcément intégrés dans des processus décisionnels, aujourd'hui de leur donner la parole. Donc je ne vais pas être plus long que cela. Je vais m'arrêter là en disant simplement que je vais donner la parole au représentant du ministre de l'Agriculture. Monsieur le représentant, vous avez la parole. Comme vous êtes aussi chercheur, je suis sûr que vous n'allez pas déborder par rapport aux 7 minutes. Merci. Merci bien, docteur Ba, pour Ba, vraiment ces mots d'introduction. esas palabras de Donc, introducción. au nom de Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural, de la souveraineté alimentaire, Monsieur Aly Ngouille Ndiaye, qui est présentement hors du pays, donc il aimerait bien assister à, à ce forum qui était inscrit dans son agenda, mais vu le conflit d'agenda, il est hors du pays. Donc je me représente, je m'appelle Boubacar Dramé, je suis conseiller technique du département au sein du même ministère. Donc je crois que, cher Omar, ce qui est plus important de souligner, c'est que l'agriculture sénégalaise, comme vous le savez comme nous tous, il est vraiment fait face à 3 grands défis, si on peut le dire. Mais c'est des défis interconnectés, hein, à savoir comment assurer vraiment une alimentation suffisante, saine, diversifiée, nutritive et accessible à toute la population. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, comment fournir du travail et un revenu attractif aux jeunes générations, à savoir les jeunes et les femmes. Mais aussi le troisième défi, c'est de voir comment ne pas dégrader l'écosystème. C'est-à-dire quand on parle de l'écosystème, on parle du sol, de l'eau et de la biodiversité, et adapter l'agriculture au changement climatique, vraiment pour qu'on puisse avoir des politiques de résilience adaptées, surtout pour les exploitations familiales qui sont vraiment majoritaires dans nos systèmes de production. Et pour faire face à ces défis, il y a la stratégie de souveraineté alimentaire qui est mise en place et qui préconise une augmentation durable de la disponibilité des aliments en quantité mais en qualité. Donc l'originalité de cette stratégie se résume du point de vue, ce n'est plus une option, mais je crois que c'est une obligation vu la crise de la Covid et les leçons qu'on a tirées sur les crises géopolitiques au niveau de la crise ukrainienne, pour dire que nous n'avons pas le choix. C'est pour cela que toute cette politique qui est mise en place contribue. Mais l'originalité, il y a un autre aspect aussi. Contrairement aux autres stratégies au niveau des politiques antérieures, cette fois-ci, il y a une mise en cohérence. Quand on parle d'agriculture, c'est l'agriculture avec grand A, en prenant en compte l'aspect agriculture, production végétale, mais aussi les productions animales et aussi la pêche. Là où je vais vraiment terminer mes propos introductifs, c'est de dire que ce forum, vraiment, il est venu à son heure, parce que nous sommes à l'époque où il est maintenant question de décloisonner les connaissances, parce que les dimensions de l'agriculture, c'est aussi social, culturel, éthique et environnemental. Donc, c'est des thématiques qui ont été vraiment absentes durant le débat et dans l'agenda politique public. Mais de plus en plus, c'est des sujets qui viennent. Donc je crois qu'au cours de ces débats, nous aurons l'occasion vraiment de discuter de tous ces aspects à la fois social, culturel, éthique, pour vraiment répondre à ce qu'on appelle l'économie verte par rapport à tout ce qui est souveraineté alimentaire. Voici M. Ba, Dr Ba, les mots introductifs que je voulais prononcer. Merci. Bravo. Merci beaucoup, monsieur le conseiller, pour la concision et vraiment l'intérêt des points que vous avez soulevés, qui sont des points en lien avec comment nourrir les populations, comment créer des emplois
comment assurer aussi un écosystème. Et justement, par rapport à cet écosystème, nous avons une championne qui s'appelle Mariam Sow. On va l'écouter. Mariam Sow, votre combat a toujours été un combat pour préserver, pour contribuer à préserver justement les ressources naturelles, pour s'assurer que les femmes, les hommes, la famille peut vivre de manière décente. Mais Mariam, ce serait intéressant d'entendre ici, au-delà de votre présentation, qui vous êtes très rapidement, mais c'est comment l'économie verte est perçue par les organisations comme les vôtres, comment aujourd'hui vous avez fait de l'innovation, je ne dirais pas de la recherche, mais forcément de l'innovation en partie, et comment aujourd'hui les chercheurs sont en train de vous accompagner et de s'inspirer de votre modèle. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment vous voyez l'avenir de l'économie sociale et solidaire? À vous. Merci Oumar. Bonjour Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture, les autres membres du panel. Bon, je crois que là on est en train de parler de l'économie solidaire et particulièrement l'économie verte. Moi je crois que je suis d'abord de ENDA Tiers-Monde, donc je suis la présidente du réseau international ENDA, qui depuis les années 70-72 a vu venir ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et ENDA a eu très tôt à dire aux décideurs politiques nationaux, sous-régionaux et internationaux, oui, halte à la désertification, halte au système d'exploitation de nos ressources. Donc c'est tout un cheminement. Et à un moment donné aussi, il y a eu des activités de sensibilisation. Faudrait-il s'arrêter à sensibiliser, mais il fallait expérimenter. Et l'expérimentation, c'est arrivé à produire autrement avec des organisations de producteurs. Et je salue particulièrement les femmes rurales qui ont été les premières initiatives à tenter de produire autrement, parce qu'elles sont victimes de tout ce qu'il y a comme système, comme mécanisme de création de pauvreté, surtout en milieu rural, donc la dégradation de l'agriculture. Les jeunes partent, c'est l'exode rural. C'est les femmes qui restent et qui développent des mécanismes de survie pour les communautés. Donc c'est dans ce cheminement que nous avons compris qu'il fallait changer de paradigme. Donc, c'est arrivé à travailler autrement, à exploiter la terre autrement, à redonner la vie à la terre. Ce n'est plus les pesticides et les engrais qui vont changer notre vie. Ce n'est plus les grandes cultures déboisées, demander la terre ce qu'on ne peut pas. Et on ne lui rend pas sa nourriture. Donc, c'est ça qui a affecté. Aujourd'hui, on utilise des concepts agroécologie, économie verte, mais tout ça, ça revient à l'agriculture paysanne africaine sénégalaise, mais qui méritait au début un accompagnement scientifique et ou encore, excusez-moi mes amis scientifiques, là je vais vous attaquer un peu, où ils sont venus à tout, tu m'excuses mais je vais le dire, où les gens sont venus avec des mallettes de connaissances sans pour autant savoir que ces communautés-là ont leur savoir-faire, ont leur pratique. Donc on a ignoré toutes les connaissances paysannes pour planter d'autres mécanismes. Et c'est dans ça que nous avons travaillé pendant plusieurs années en interaction avec toutes les initiatives qui se mettaient en place, avec aussi de la recherche qui de plus en plus est convaincue qu'il faut changer, heureusement. Et en même temps aussi, où nous avons aussi un État, même si les changements ne sont pas encore au point, il faut dire ça aussi le ministre, mais nous savons quand même qu'il y a une prise de conscience au Sénégal, tant au niveau de la communauté des producteurs, la communauté des consommateurs, la communauté des chercheurs et l'État aussi qui ambitionne des changements face au changement climatique. Donc, aujourd'hui, l'espoir est permis.
Mais cet espoir-là ne peut pas se réaliser tant qu'on n'instaure pas un dialogue participatif, inclusif entre todos. Ce dialogue-là se fonde sur une reconnaissance mutuelle de savoir. Et pour cela aussi, c'est reconnaître d'abord que ces communautés qui vivent de l'agriculture, qui vivent de l'élevage, de la pêche, ont le droit de gouverner leurs ressources naturelles, à commencer par le foncier. Nous invitons à l'État, je crois qu'il le connaît aussi, de reconnaître aujourd'hui face à la migration, face à la problématique de l'emploi, il y a que notre agriculture, notre élevage et notre pêche qui pourront apporter des réponses significatives à cette problématique de l'emploi. Mais un emploi qui se repose sur un système d'exploitation de nos terres de façon durable. De reconnaître aujourd'hui qu'il faut qu'on arrive à ce projet sociétal qu'on appelle écologie ou agroécologie ou l'agriculture paysanne scientifique. Amadou Ndiaye, mais je dis quand même scientifique. Je ne dis pas une agriculture paysanne rudimentaire, mais qui s'améliore. C'est cette agriculture-là qu'il faut arriver à mettre en place. Avec une vision politique en termes de financement, une vision politique en termes de formation des jeunes, une vision politique en termes de transformation, en termes de commercialisation, et favoriser le consommer local. Et de là, elle sera une agriculture saine et durable, créatrice de richesse, parce que nos jeunes ont besoin de sous. Sinon, si on ne le fait pas, on a tellement détérioré nos systèmes de production qu'il y a des jeunes aujourd'hui, l'agriculture s'est dégradée et qui ne croient plus à cette agriculture. Donc il faut leur donner la certitude que notre agriculture, cette économie verte, elle est faisable. Et j'invite monsieur de la muraille verte, que cette muraille verte, elle doit aussi se reposer sur les activités des communautés. C'est les communautés qui doivent faire revenir les arbres dans les champs. Attention, et je suis convaincu, j'inviterai les acteurs de la DIDAES peut-être à le dire, on est convaincu, monsieur le ministre, monsieur le représentant du ministre, que ces changements que nous cherchons, je crois que c'est aux communautés de travailler au niveau de la base. La territorialisation, les communes, elles doivent être les premières avec la communauté à opérer des changements. Et je crois que d'ici quelques années, c'est les communautés qui vont dire voilà ce que nous voulons. La commune de Diop a fait ceci, la commune de Guédé a fait cela, la commune de, comment il s'appelle, Badji a fait ça et a fait ça. Donc, la DITAES, la dynamique pour la transition agroécologique, elle est DITAEL, avec le dialogue multi-acteurs de l'État, avec l'État bien sûr, nous allons sortir nos politiques agricoles. Si je dis agricole, c'est grand A, à partir des communautés. Voilà, et ficeler notre politique nationale. Merci beaucoup. Je n'ai pas dépassé les 7 minutes, non? Merci. Vous avez gardé 30 secondes. Merci beaucoup, Mariam, pour vraiment avoir donné le ton. Muchas gracias por haber empezado bien y tener tan fuerte y lo habéis vivido. Sí, efectivamente que algo le viene de dentro, que se ve que es una mujer comprometida, una mujer de terreno. Ha hablado de una dinámica a partir de la cual habéis ayudado a construir. Entonces, unos socios como CIRAD y ISRA, por ejemplo, vamos a escuchar dentro de un poco a Rafael para ver un poco cómo en Senegal otros actores han podido dinamizar un poco esta dinámica, cómo comprobar lo que ha dicho Mariam Sow, la señora de Sow, de verdad concreta. Mejor hacer una agroecología, más vale hacer una agroecología que hacer una agricultura convencional. Y como investigadores, ¿qué podéis decir, por ejemplo, en términos de rendimientos, para decir que eso es posible? ¿Usted tiene usted la palabra?
7 minutos, por favor. Muchas gracias, señor Marban. Muchas gracias, Mariam. Me llamo Rafael Belmont, soy investigador en el CIRAD y estoy en el CIRAD, en el Instituto de Investigación Agrícolas en Senegal, desde 2018. Y trabajo sobre análisis del acompañamiento agro, la transición ecológica en Senegal. Cuando se habla de transición hacia la economía verde, se habla de un proceso largo, imprevisible, que puede desembocar a unos cambios profundos, unos cambios multidimensionales. Sí, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de cultivar. Y la pregunta que nos hacemos, los investigadores, y cómo acompañar este proceso de cambio. Y para responder a esa pregunta, quisiera hacer hablar de una experiencia, la dinámica para el cambio de transición. Hemos presenciado un poco esta actividad de la DITES aquí en Senegal, que es algo muy importante. Sí, porque ha transformado esta DITES, ha transformado el entorno institucional de la agroecología aquí en Senegal. Ha contribuido. Sí, el representante del ministro lo dirá, ha contribuido en la confección de la agenda. Y al nivel del Plan Senegal de Emergencia, por ejemplo. La agricultura africana, Mariam lo acaba de decirlo, ha vivido unos trastornos extremadamente profundos. Intentamos exportar, intentamos alimentar una población cada vez más importante. Son los estados y la comunidad internacional. Sí, ha apoyado un proceso de intensificación convencional de la agricultura. Pero hoy esta agricultura convencional está mostrando sus límites. Participa en una destrucción de la diversidad de los recursos naturales. Hay riesgos sanitarios para los consumidores. Y entonces hace nuestros agricultores dependientes de los pesticidas y demás cosas. Y la agricultura propone otro modelo alimentario y de producción también, basado en un modelo más sano y con relación con lo humano y en relación también con los territorios. ¿Quiénes son los actores de la agroeconomía? Sí, se ha hablado de los campesinos y de las campesinas, sobre todo las ONGs, las organizaciones campesinas, sí, las instituciones también de investigación, de formación y de desarrollo. Sí, todos los actores en Senegal sí, se activan desde 1970 en diversas acciones, la implicación de la agricultura, la protección de los recursos naturales, la mise en place de filières de valorisation des produits agroécologiques. Tous ces projets, ils sont nombreux, mais ils ont toujours été dispersés. Ça a été toujours difficile de travailler en synergie et de se réunir pour porter notamment un plaidoyer politique. Et en tout cas, la situation du Sénégal avant 2019. Car le tournant, il a bien eu lieu en 2019, au moment où, sous l'impulsion d'une ONG, à savoir Endapronat, ces différents acteurs ont réussi à faire alliance, à construire une coalition appelée la DITES. Et la première action phare réalisée par la DITES, et ce qui a permis à tout le monde de se retrouver, ça a été l'organisation d'une caravane. C'est quoi une caravane? C'est sillonner tout le territoire du Sénégal pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et aller à la rencontre des ruraux. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça d'abord pour comprendre les problèmes que vivent les femmes et les hommes dans les territoires ruraux. Et deuxièmement, on a fait ça pour recueillir un certain nombre de recommandations politiques. Ces recommandations politiques, elles ont été synthétisées par les membres de la DITES. Elles ont été synthétisées dans un rapport, un document de contribution politique qui a été remis l'année d'après, en 2020, au gouvernement du Sénégal et en particulier au ministère de l'Agriculture, lors des journées de l'agroécologie. Et ça a ouvert la voie à tout un cycle de dialogue politique fructueux entre la DITES et le ministère de l'Agriculture.
qui a abouti à des premières réformes encourageantes, en particulier un nouveau régime de subvention des engrais organiques avant l'année 2021. Cette DITAES, elle s'est structurée autour de 4 axes, autour d'un plan d'action global. Ça veut dire que l'ensemble des acteurs de l'agroécologie sénégalaise ont réussi à travailler ensemble autour de ce plan d'action, qui contient à la fois du dialogue politique national, là j'ai évoqué tout à l'heure, qui contient de la sensibilisation du grand public. Là, il faut savoir que la DITAES fédère les chargés de com des différentes institutions membres, ce qui permet d'apporter une vision à l'agroécologie sénégalaise. Troisièmement, la DITAES, elle se projette à l'international en participant à divers événements, dont le One Climate Summit, dont le sommet Afrique-France récemment, et aujourd'hui, plusieurs de cette DITAES, dont Astou Camara, Cheikh Oumar Ba, Mariam Sow, à être représentés et donc à participer à ce forum. Et enfin, la dernière action phare de la DITAES, et qui la singularise par rapport à d'autres coalitions agroécologiques, ça a été d'accompagner la territorialisation de l'agroécologie. Comment? En mettant en place des déclinaisons locales. Donc, les dynamiques pour une transition agroécologique locale, les DITAEL, qui sont en train aujourd'hui de foisonner à travers les territoires du Sénégal. Il existe aujourd'hui 5 DITAEL départementales. Il existe également d'autres territoires qui sont sur le chemin pour créer leur propre DITAEL. Et ça, c'est très fort parce que ça veut dire qu'au niveau de chaque territoire, on est capable de porter un plaidoyer local, on est capable de mettre en synergie des projets, des activités qui avant ne se parlaient pas. Et on est capable enfin de faire remonter des expériences à la fois de développement mais aussi de recherche au niveau national, au niveau de la DITAES nationale pour alimenter le dialogue politique. Donc, on assiste là à la création d'un nouveau maillage institutionnel pour l'agroécologie sénégalaise. Et lors des dernières journées de l'agroécologie, qui ont fait suite à une deuxième caravane, pour terminer, merci. Lors des dernières journées de l'agroécologie, on a agroecología en Senegal, con los miembros de la DITAES a nivel nacional, hemos dejado un documento de contribución y política. Sí, he acabado y muchas gracias. Sí, creo que Astou Camara volverá. Merci beaucoup. Sí, Arrêtez votre rôle. Bravo et merci infiniment. Muchas gracias. Mon rôle va être de dire à Astou qu'est-ce qu'elle va faire. Merci beaucoup. Merci vraiment, Raphaël, pour muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por esta puesta en perspectiva. No era fácil, se ve lo que se han hecho, pero hemos ido de una campesina, de una mujer de terreno, de una responsable de ONG, y hemos llegado a una perspectiva de investigación más larga con lo que acaba de decir Rafael, con los diferentes momentos, las diferentes interacciones, para llegar al diálogo. Pero queremos de manera práctica, Astou, que es también doctora, Astou Camara, sí, que es también una investigadora con mucha experiencia. Estamos interesados en ver cómo está usted implicado en este proceso, cómo ha concretado estas cosas en el terreno. Sí, como acaba de decirlo Raphaël, ¿cómo habéis concretado a partir de ciertas regiones, de ciertos departamentos, las preocupaciones de investigación y remontarlas? Tiene usted la palabra. Muchas gracias. 5-7 minutos. Sí, para 5 o 7 minutos. Sí, voy a intentar. Sí, muchas gracias y muchas buenas tardes a todos los panelistas, al representante del ministro, sí, que es un colega también de Israel. Sí, doy las gracias a todos. Estoy muy feliz de compartir este panel aquí sobre la economía verde. Cuando he visto la economía verde, podemos hablar durante horas sin acabar. Sí, la economía verde territorial, autosuficiencia alimentaria, comunidades, sí, gobernanza colectiva, durable, sostenible y tantas palabras clave y temas que federan energías, iniciativas, sí, posicionamientos y todo eso para efectivamente asumir retos, como acaba de decirlo asumir el representante del ministerio. Sí. El trabajo de la investigación, de acompañamiento de las comunidades
qui correspondait a Mariam, que nos está provocando, pero los paradigmas de la investigación han cambiado. Dakar abritera pour la première fois sur le continent le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Cette 6e édition est un événement co-organisé par l'organisation internationale G7, par la ville de Dakar, par le RACTES et par le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire du Sénégal. Le thème principal du forum est la transition des économies informelles. Hay financiaciones en ese sentido. Cheikh Omar acaba de decir, tú con mucha experiencia, pero soy muy joven todavía en la investigación. Siempre he trabajado sobre esto. Sí, toda la investigación participativa con las comunidades, donde la ambición es cómo codefinir las necesidades de investigación con las comunidades y cómo co-concebir con las comunidades soluciones a sus problemas también. Pero cómo acompañar los procesos de innovación. Es lo que estamos haciendo, lo que llevamos haciendo a través de la DITES, es lo que llevamos haciendo también a través de otras dinámicas. Y para hablar también de manera más concreta de cómo la investigación agrícola, como la investigación agrícola intenta acompañar esos procesos de innovación. Sí, somos miembros de esta dinámica, sí, pero nos damos el poder de proceder un poco y de tomar un poco de distancia a reflexionar sobre esos procesos. Sí, es comprender, explicitar, que los diferentes actores puedan tomar decisiones. Sí, si estamos en este sentido de la economía verde, de acompañamiento, sí, nos dirigimos a muchos actores a diferentes escalas. Sí, nosotros estamos a la parte micro, sí, en los terrenos, en los campos, etc. Entonces podemos también llegar a otros niveles, a escala macro, por ejemplo, etc. Nous avons notre interlocuteur économique qui est le ministère de l'Agriculture. Donc ces missions-là sont complexes parce que c'est autant fournir de la connaissance pour ces différents acteurs, une connaissance qui soit la plus objective possible pour alimenter et la complexité à laquelle on fait face aujourd'hui, parce que nous sommes dans un domaine assez... C'est la population mondiale, africaine en particulier, augmente, les besoins alimentaires augmentent, les villes grandissent, les habitudes alimentaires sont ce qu'elles sont, et face à cela, on réfléchit à comment produire mieux. Et on se heurte à quoi quand on est dans le domaine de la recherche? Les diagnostics montrent qu'on a des verrous qui sont installés. Ces verrous-là, c'est que nous sommes inscrits dans une agriculture conventionnelle qui a fait ses preuves, de produire plus ailleurs, et c'est ce qui est, on miroite ça depuis très longtemps. Donc les économies africaines et les modèles d'agriculture africaine ont voulu s'inspirer de ces modèles-là qui ont créé l'abondance alimentaire aujourd'hui ailleurs. Donc aujourd'hui, quand on se positionne pour dire stop, comment est-ce qu'on peut produire mieux, réduire les gaspillages, on se heurte à de vrais blocages. Et ces blocages-là sont à différentes échelles. Ça peut être à des échelles politiques, même s'il y a des efforts qui sont faits, c'est à des échelles. Donc, ce que nous faisons, nous, au niveau, par exemple, du département de Fatick, la réflexion nous a mené à dire comment est-ce qu'on peut accompagner la construction de politiques publiques territoriales qui soient sensibles à ces manières-là de produire mieux. Donc des politiques publiques qui soient sensibles à comment est-ce qu'on peut améliorer, accompagner la productivité à l'échelle du territoire, pour structurer des chaînes de valeur vertes. On y réfléchit avec des outils de recherche, on part de l'anticipation, etc. avec les différents acteurs. On identifie, on fait des diagnostics, on identifie avec ces populations, les populations, les freins, et on regarde comment on y trouve des solutions. Donc ça nous apporte, ça nous pousse en tant que chercheurs à sortir de
Y eso nos lleva a buscar otros enfoques. Los investigadores buscar procesos de acompañamiento. Estamos obligados a hacerlo con ONGs, con otros actores que no son forzosamente de la investigación. Es lo que estamos haciendo en FATIC, con la vital de FATIC. Hemos hecho una perspectiva territorial, sí, la dimensión del territorio, y nos hemos preguntado de aquí al 2040, por ejemplo, cuál sería el modelo agrícola del departamento de FATIC y cuál es más deseable para los diferentes actores. Y bueno, las visiones son diferentes. Otro quiere un modelo que no sea sostenible forzosamente. Entonces, se ve que hay un espacio de diálogo, nos encontramos y las diferentes posiciones y después hablar un poco, mostrar un poco que los retos van a cambiar dentro de 20 o 30 años y ver cómo cambiar. Y vemos que también las posturas cambian. Sí, bueno, hay las posturas que cambian. Los actores políticos también se interesan en ello. Sí, que se hacen preguntas. Si vamos al agrocentro, por ejemplo, que se instala en esta zona, vemos que como en este grupo, por ejemplo, cómo pueden acompañar las pequeñas y medianas empresas de transformación de productos agrícolas para estructurar una economía más sostenible posible y más solidaria. Eso es un ejemplo y más ejemplos que podríamos dar. Si hacemos también igual en otro departamento, si proyectos sobre la biodiversidad también, la reflexión para mejorar la cadena de valor es convencional. Pero lo que buscamos es cómo construir negocios, negocios, por ejemplo, verdes. Vemos cómo trabajar a escala del territorio, porque es donde dominamos un poco las limitaciones, las dificultades y ver cómo apoyar todas estas políticas a nivel del territorio. No sé cuánto tiempo me queda todavía. ¿Cuántos quieres? Sí, bueno, me limito ahí y después vous aurez tout à l'heure une autre prise de parole. Tendrá otro turno de palabra. Sí, tendrá otro turno de palabra. Y después para poder responder a las preguntas. Muchas gracias, doctora. Cuando Maram ha hablado de que se planea la desertificación, ¿qué se puede hacer para alimentar? Para alimentar, por ejemplo, la tierra. Sí, con una gran iniciativa que es la Gran Muralla. Avant de terminer par des expériences au niveau international, au niveau du Nord. Y en el norte, por ejemplo, y quiero dejar la palabra y después ya hablaremos de otras experiencias. Sí, para compartir. Señor director general, tiene usted la palabra. Gracias, estimado Uma. Me estoy muy contenta de homenaje a mis amigas con los panelistas, señor Brandé, señora Sow, y todos los socios, los investigadores. Y aprecio mucho a los representantes también de las colectividades. Me agrada decirte que tenemos soluciones para sus problemas. De cuando mira la Gran Muralla Verde hay unas cifras extraordinarias. 2006 a 2023 son 17 años de ejecución. Tenemos el derecho a preguntarnos qué hemos hecho con esto. En Senegal, el conjunto de los actores, el sector privado, las ONG han invertido 5.500 millones de dólares. Senegal tiene 17% de ejecución. El objetivo de 2030, muchos países están al 4%, es uno de los mejores resultados. Nosotros nos hemos dado cuenta de que el aspecto de investigación que no se había tomado en contribución como la Muralla Verde. Tenemos muchas investigaciones, muchas que están ahí para la investigación científica. Nosotros tenemos una indicación de terreno, por eso tenemos 2,5 millones de euros
y será participado, misionado también a la universidad de Sinsalum, también de Dakar y de Thiès, y mucho también la Universidad Mohamed VI, para reflexionar, arreglar problemas concretos. No se puede hablar de autonomía solidaria si no se habla de producción, la producción de árboles con frutas zonas, de árboles frutales. Si no tenemos una producción, no se puede desarrollar esa economía verde. Y cuando se habla de producción, el problema de la tierra, la salud de los hombres, somos capaces de decir hoy una cartografía muy clara que el espacio donde vamos a plantar, qué especies, qué suelos y a qué nivel. Somos capaces hoy de decir disponibilidad del agua, cartografía del agua, profundidad, la salinidad, disponibilidad de los polos de desarrollo. Y es importantísimo. Podemos desarrollar hoy una inteligencia colectiva a nivel de las comunidades, porque es importante comprender es lo que sabemos de la investigación, sino lo que saben los demás o lo que perciben de lo que saben. Se puede desarrollar una tecnología para una mujer en Tesaría con una herramienta tecnológica para resolver un problema. Bueno, puede utilizar esta herramienta y luego para arreglarlo. Así que la manera de hacer colectiva es importante. La apropiación, el apoderamiento, la metodología de apoderamiento forman parte del problema. Se trata nuevamente de apoderamiento, se trata de copropiedad. Cuando vivimos en el medio ambiental, somos copropietarios de este medio ambiente. Cuando el proyecto de desarrollo en este medio ambiente hay que desarrollar con las colectividades territoriales y también los propietarios, o sea, las comunidades locales. ¿Cómo su acción puede contribuir? Hay que comprender la metodología. Por eso hemos visto 31 comunidades, Luga, San Luis, Baquel y también Luga. Estas comunidades hemos encontrado colectividades locales también, porque estamos desarrollando lo que se llama la coalición nacional. Es un eje de concentración para que podamos actuar juntos, optimizarlo todo. Luego, todo lo importante son los contratos, planes territoriales para que las capas vulnerables puedan beneficiar. Es verdad que producimos en la muralla verde. Dentro de poco vamos a tener una fábrica de aceite y también de leche corporal, de crema corporal. Las mujeres de la Gran Muralla Verde plantamos con ellas los árboles, regamos con ellas, nos ocupamos de esos árboles. Producimos productos que luego van a cosechar y luego lo dejan en su propia fábrica, porque son propietarios de esta fábrica y al final del año los 50% será un fondo de garantía, construir otra unidad y el 25% será costos de capacidad para las mujeres. El género tiene que ser la osatura, el brazo armado de lo que hacemos en esta economía solidaria. Y el 25% es el recurso comunitario de las mujeres. Las mujeres tienen que tomar su porvenir y decidir qué van a hacer, lo que van a hacer en esa fábrica. Van a construir una maternidad, un hospital, una casa de salud, una escuela, o voy a ir a Dubái. Eso les toca. Es el mujer empowerment. Ne peut reposer sur la force de nos communautés locales. Le savoir. Mais il va falloir qu'on change la relation que nous avons entre notre environnement et ces communautés. En ce moment, cet environnement, nous sommes en train de détruire notre environnement. Il va falloir créer cette relation socio-économique entre la forêt et l'homme. Quand le Balanites commencera
Aujourd'hui, il est vendu à 250 francs CFA le kilo à Tessékéré. Quand il commence à produire du lait qui est vendu à 25 € à Paris, dont nous avons les preuves scientifiques, qu'il est d'ailleurs meilleur que l'huile d'argan. En ce moment-là, chaque arbre de Paranites qu'on appelle soum ou mourtoki en poulard devient une machine GAP. C'est en ce moment-là. Vous croyez que quand vous regardez une femme dans les yeux, vous lui dire que bon, je vais couper cet arbre-là, j'en ai besoin, elle va vous le laisser faire. Mais aujourd'hui, je vais poser une question pour terminer. Pour terminer, je vais poser une question. Regardez une jeune femme qui a 14 ans dans la Grande Verte, qui va probablement se marier à l'âge de 15 ans, qui va avoir son bébé à l'âge de 16 ans, son deuxième à l'âge de 17 ans, son troisième à l'âge de 18 ans, qui va en état de grossesse porter un bébé, marcher 4 km pour aller tirer 150 mètres de corde pour tirer, pour avoir 2 litres d'eau, amener à la maison pour faire la cuisine. Elle doit faire le tout encore à 14 heures pour aller chercher un fagot de bois, pour revenir cuisiner à la maison. À midi, vous lui regardez droit dans les yeux avec votre 4x4 et vous lui demandez de ne pas couper cet arbre-là parce que vous allez capter du carbone. Usted le dice no, que no corte el árbol. Mais quand vous lui dites de ne pas le couper parce que c'est un soum qui va mettre de l'argent dans sa poche, qui va le permettre à nourrir ses enfants qu'elle porte dans le dos, de les amener à l'école et de le sortir du souci, c'est là où l'économie solidaire a sens. Merci. C'est infiniment. Vraiment bravo. Merci beaucoup pour ce témoignage, cette pratique. Maintenant, on attend de voir concrètement, on est patient de voir comment cette femme va changer sa vie autour justement de vos interventions. J'ai envie de passer la parole, parce qu'on est rattrapé par le temps, à monsieur Roberto Ridolfi. Vraiment, on s'excuse parce qu'à un moment, on nous avait dit qu'il n'était pas venu. C'est pour ça qu'on n'avait pas prévu son intervention et on s'excuse pour cela. C'est pas c'est une erreur juste de coaching, mais en tout cas, nous sommes heureux de vous avoir, surtout que c'est un ancien directeur général adjoint de la FAO. Aujourd'hui, il travaille dans des dynamiques avec pratiquement plus de 17 000 membres, avec dans plusieurs pays, au moins 70 plus de 70 pays. Je pense que c'est une personne qui a beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, le fait que cette personne défende la thématique qui nous intéresse tous, comment nourrir les populations en étant aussi dans une perspective d'économie verte territoriale. Quelle est votre expérience? On est intéressé à entendre. Merci, merci. Heureusement, on a trouvé des chaises. Muchas gracias. Menos mal que hemos encontrado la pregunta que les hago a los panelistas aquí todos. ¿Cuál es el color de la economía social? La economía verde es verde. La economía social, ¿cuál es su color? Porque en la elaboración de los objetivos de desarrollo sostenible han pensado en poner todo lo que no podían controlar en dos objetivos, el número 10 y el número 12. Cuidado, el 10 sobre la lucha contra las desigualdades. En el 12 es la producción sostenible y el consumo sostenible. Si todos los que no pudieron entrar en los otros objetivos sectoriales lo han puesto ahí. Sí, porque al final podemos resolver lo de la agricultura sostenible. He iniciado la investigación durante muchos años en esto, en muchos centros de investigaciones, como director en la Unión Europea y todo. Y en un momento determinado le he dejado, he dicho que estoy cansado. Y leer esto y después en el terreno no hay aplicación. Y no era el caso. No era el caso. Sí, le he roto, le he dejado. Y lo han saltado, me han agarrado. Sí, estáis pagados por la Dirección General del Desarrollo. No para la investigación académica. Sí, no se trata de libros, estás haciendo realidad. Sí, es difícil traducir. Sí, traducir la investigación en realidad. Sí, la segunda experiencia, sí, el dominio de la agroecología. Sí, cuando trabajé en la FAO como director general adjunto del señor Graciano da Silva, si ustedes se acuerdan de él, ha inventado el nombre de agroecología. Sí, pero hemos llegado, ¿a dónde hemos llegado ahora? A ningún sitio.
porque la agroecología ha sido confinado en su rincón, en un rincón de pobreza. La agroecología es algo muy bonito, tiene que estar aquí presente, no debe ser algo, digamos, aparte. C'est-à-dire, mainstream, c'est avoir un impact dans l'économie réelle. Tiene que tener un impacto real en la economía real, y no era el caso antes. Para las grandes iniciativas, yo soy el presidente de una red de ONGs. Hemos trabajado en 70 países con 12.000 personas. La mitad de este presupuesto está en la agricultura, en la producción de alimentos. Sí, una vez más, si no hemos cambiado en la economía mundial. Sí, entonces la economía del provecho, del beneficio, de las ganancias, de los bancos, que fijan las reglas. Y nosotros no podemos salir de ahí. ¿Y por qué? Alors, moi, Sí, on a essayé de donner des hemos réponses. intentado dar respuestas. La gobernanza, el título de este panel, la gobernanza de los sistemas alimentarios es la llave. Es la solución. Pero ¿dónde está la llave de la solución? Hay que encontrarla, hay que dar un premio, hay que dar un precio a la biodiversidad. ¿Y cuál es el valor de la biodiversidad? Se habla de biodiversidad por unas partes, pero ¿cuál es el valor de la biodiversidad? Se hacen estimaciones. Sí, el producto bruto, por ejemplo, se habla de 3 veces, se habla de la biodiversidad. Mais il faut l'appliquer alors. Esta biodiversidad hay que aplicarla. Il faut que les systèmes alimentaires entonces los sistemas alimentarios sostenibles que tomen en cuenta la gobernanza, y que no es el caso. On joue encore le jeu de grand commerce, de grandes sabedores del comercio, de Nueva Zelanda hasta Italia. la viande que Sí, voyage, bueno, la carne que milliers viaja de de miles de kilómetros Est-ce que tout ça est recorriendo. durable? Pero todo eso no es sostenible, no lo creo. Mais on n'est pas encore à Si mesure no de estamos, donner no tenemos la posibilidad la rente économique de dar au la renta système económica local, al sistema local, alimentaire al local. sistema Lequel la alimentario gouvernance local, des communautés donde est la prioritaire. gobernanza de las comunidades Et es alors, prioritaria. je vais suggérer Entonces, quelle est lo la que sugiero, de ¿cuál es el l'économie color sociale? de la economía social? Peut-être vert. A lo mejor verde, a lo mejor. Et c'est là qu'il y a le Ahí, rencontre entre sí, les donde hay ODD encuentro 10 sí, con de la ODS 10, et l'ODD igualdad, y la ODS 12 de producción sostenible y de consumo sostenible. Si conseguimos abordar esas cuestiones todos juntos, pues no puede tener impacto. Salgo de un taller sí, sobre la conexión de migración, sobre la migración y desarrollo. Los europeos han entendido lo de la migración, no entienden, creen que es un fenómeno, pero no lo entienden, pero es la naturaleza de las cosas, de la demografía, de la economía africana. Dentro de 30 años, la economía africana va a ser más importante que la economía europea. Sí, porque Europa necesitará de África, necesitará más de África y no será el caso. Hay que cambiar por este lado, sí, para tener un proyecto piloto, sí, como red link de nuestra ONG, trabajar en el sistema alimentario y que trabaja también en la gobernanza de los sistemas alimentarios de las comunidades. Hemos elaborado unas estrategias que podrían ser compartidas. Sí, y que intentamos presentar en las discusiones, sí, que vienen las reuniones sobre la agricultura, digamos, sostenible en 2021. Y para concluir, sí, ¿quién me puede dar los colores de la economía Merci infiniment. Merci social? pour ce retour Muchas gracias por esta intervención. Y lo interesante, su paso por la FAO. Sí, por ahí en Europa y después volver aquí como presidente de una ONG, que es lo que te decía antes. Sí, la sociedad civil no es siempre actores fuera del marco, que son en general todo lo que no es etático. Y hoy, afortunadamente, es una buena, es muy positivo ver lo que está hablando.
Voy a acabar con la señora Picón, qui est vice-présidente que es la vicepresidenta de la región de cerca de Bordeaux, de Gironda. Sí, volverá sobre un caso muy concreto del caso territorial, cómo lo han comprobado, cómo han tenido autosuficiencia alimentaria ahí en su zona. Gracias. Muchas gracias. Soy de la Gironda, es un gran departamento de Francia, el más grande, el mayor, 1.600.000 habitantes. Sí, que tiene una gran metrópoli, que tiene también un territorio rural. En Francia, pero la precariedad alimentaria se va creciendo. En 15 años se ha doblado, se ha duplicado. Hay mucha gente que tiene dificultad para alimentarse correctamente. Sí, entonces se habla de hogar y luego COVID y luego la... Entonces hay muchos problemas. Una parte de su presupuesto se dedica a la alimentación y no forzosamente a la buena alimentación. Yo estoy en la gran distribución, pero bueno, no es una buena comida. En nuestro departamento del Senado, somos una colectividad, se habla de garante de la solidaridad humana, se habla de solidaridad humana para ocuparse de los más precarios, que se podría crear, para hacer que nuestros ciudadanos puedan comer mejor y ayudar a los agricultores locales, las pequeñas explotaciones. Sí, comer local es algo muy caro y no es fácil. Entonces hay mucha gente que ya tiene los mínimos a este nivel. Y entonces tenemos acá agricultores que tienen dificultades también para salírselas. Tenemos grandes explotaciones también a este nivel. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on dit, on va peut-être créer une sécurité sociale alimentaire sur le même modèle que la sécurité sociale de santé en France. En fait, on cotise et on redistribue. Alors, comment on a fait? On dit, on va faire quelque chose de départemental parce que c'est très compliqué. Alors, on a choisi 4 territoires. La ville de Bordeaux est partenaire avec nous. 2 territoires urbains et 2 territoires ruraux pour demander et discuter avec les citoyens et faire ensemble. Parce qu'on travaille avec les gens sur les territoires. Alors, il y a des habitants, des acteurs locaux associatifs, institutionnels qui se sont réunis pour essayer de monter une charte pour pouvoir faire que cette sécurité sociale alimentaire, elle permette aux agriculteurs locaux de travailler et aussi aux personnes de se nourrir. Pour une alimentation que j'ai écrite durable. Alors, un travail a été engagé depuis février. Il y a eu des réunions avec tout le monde sur cet accès à l'alimentation qui vise aussi à transformer pour nous le système agroalimentaire. Parce que vous disiez, nous, on exporte beaucoup de produits. On ne nourrit pas en local en France. C'est dommage. On l'exporte. On importe énormément. Justement, j'ai dit peut-être que si on mangeait local, ça serait pas mal. Manger local. Un peu comme chez vous. Alors, dans les faits, ce collectif, on est accompagné par Acclimate Action, une structure dont les membres sont des agriculteurs bretons, des gens qui connaissent bien le monde de l'agriculture et du bien manger, et la ville de Bordeaux. Et on a mobilisé 40 citoyens sur 4 territoires. Bordeaux, Bègles et ce qu'on appelle nous le croissant de pauvreté qui est en l'arrière-pays, le pays Foya et le sud Gironde où là on a des gros problèmes nous, de précarité plus largement. Ils se sont mobilisés pendant 6 mois pour proposer une charte de conventionnement de produits alimentaires et aussi sur la distribution. Ce n'était pas l'idée de se dire on fait une sécurité sociale alimentaire et vous allez au supermarché du coin. Non, c'est vraiment arriver, travailler sur pouvoir donner aux gens la possibilité de se nourrir et en même temps faire travailler les locaux. Alors, on va, bien entendu, là-dessus, il faut avoir une gouvernance. Et la gouvernance, elle ne va pas être qu'institutionnelle, parce que sinon, ça ne marchera pas. Ce sera une gouvernance qui sera avec des citoyens, des collectifs, la collectivité territoriale, certainement des communes, où là, tout le monde sera dans la gouvernance et aura la possibilité de
mettre en œuvre le projet, mais aussi écrire les règles et tous les attendus que l'on a. Ça, c'est important pour nous. C'est ce qu'on appelle au département l'expertise d'usage. On travaille énormément sur plein de politiques de notre collectivité. On essaie de plus en plus à rapprocher les citoyens de notre territoire aux décisions que l'on prend. Parce qu'on pense que quand on le prend ensemble, finalement, ça marche beaucoup mieux. Alors, du coup, on aura un pilotage en commun, une co-construction, comme on dit dans le langage qu'on aime bien. Alors, on va les inviter à contribuer à la élaboration de la charte. Et puis, fin 2024, on va certainement en plénière voter un budget là-dessus, une démarche, et la mettre en œuvre. Alors, c'est une expérimentation, elle n'est pas finie, on commence. Et ça a du succès parce que ça parle aux gens. Et beaucoup de gens nous disent la sécurité sociale alimentaire du département de la Gironde, on trouve que c'est un modèle qui est très intéressant. Et on est peut-être dupliqué ailleurs. Dans les Landes, par contre, il y a un petit collectif qui m'en a parlé. Voilà, c'est des trucs concrets. Mais voilà, alors, je ne sais pas quelle couleur on peut leur donner. Vous me direz. Cette expérience très intéressante parce que ça montre comment au niveau local on arrive aussi à créer des espaces de co-construction des politiques publiques entre les élus et les acteurs, la société civile, mais aussi les producteurs. J'aimerais bien quand même, parce qu'on est rattrapé par le temps, au moins je voudrais remercier et féliciter les panélistes parce qu'ils sont restés sur 1 heure, c'est ce que je leur avais fixé, 1 heure pile. Il nous reste 30 minutes. Et dans les 30 minutes, j'aimerais quand même prendre une quinzaine de minutes pour la salle s'il y a quelques questions, quelques contributions aussi, mais très courtes, pas plus de 2 minutes par contribution. Et on reviendra pour les 15 dernières minutes pour la conclusion. Et je laisserai ma collègue peut-être ramasser les points qu'elle a entendus des panélistes et ceux qui viennent de la salle avant de vous donner chacun ou chacune 2 minutes pour clôturer. Je ne sais pas comment on va procéder en termes de micro. Est-ce qu'il y a des préoccupations? C'est vrai qu'il y a l'ambassadeur Diallo à qui on avait aussi... On voudrait aussi partager votre expérience au niveau de la Grande Muraille Verte, mais au niveau de l'Union africaine. Ou bien s'il y a d'autres intervenants aussi, je voudrais leur passer la parole pour quelques 2 minutes. Peut-être l'ambassadeur. Je tiens à remercier tous les panélistes pour leur brillante contribution et particulièrement le projet de la Grande Muraille Verte et l'initiative du PAD qui date de un bilan assez positif puisqu'il concerne 11 pays d'Afrique, de Dakar jusqu'à Djibouti, dans ce vaste territoire qui est long de 8000 km et large d'une quinzaine de kilomètres. Beaucoup d'activités particulièrement des fermes agricoles communautaires qui sont pilotées généralement par des femmes, donc l'aspect genre est très très important pour nous. Hormis ces fermes agricoles communautaires qui ont pour objectif la sécurité alimentaire, l'autonomisation des femmes et surtout la création d'emplois pour éviter justement donc la fuite des bras vers les pays occidentaux. Avec la diaspora africaine. Donc on essaie de mobiliser des financements pour que cette diaspora-là revienne investir dans le terroir de la Grande Muraille, à travers notamment la coopération décentralisée et surtout de Monaco avec Nice. Donc c'est vraiment pour essayer de sortir des sentiers battus, pour trouver des financements innovants. Parce qu'on a remarqué que les financements traditionnels ne sont pas vraiment très efficaces. Souvent, ça prend beaucoup de temps à mobiliser. Donc le rôle du NEPAD, c'est donc la mobilisation des ressources, le renforcement des capacités, des points focaux de la Grande Muraille Verte, et bien entendu faire le plaidoyer pour que plus de ressources soient dédiées à ces grandes murailles. Je vous remercie.
Merci pour cette contribution. Madame, vous pouvez juste vous présenter et vous avez la parole. Allumé, hein? Je suis désolé, c'est pas allumé. Change le micro. Alors, je suis Aïda Diongounian, je suis météorologue, climatologue à l'ANACIM et auteur du dernier rapport du GIEC. Vous vous doutez bien que ma question va concerner le changement climatique, donc qui a déjà soumis en fait à travers les extrêmes climatologiques, météorologiques, à des millions de personnes, notamment en Afrique, au Sénégal, à l'insécurité alimentaire et à réduire la disponibilité en eau. Et on sait que les risques vont augmenter à mesure que la température augmente. Dès 1,5 degré, on a des risques, notamment dans le Sahel occidental, là où nous sommes. Donc, dans les interventions, les panélistes ont parlé de beaucoup d'éléments qui sont importants, tels que la gouvernance, la justice climatique, l'inclusivité, les modèles de consommation et de production durable. Et je voudrais dire que tout cela a été considéré dans le rapport de synthèse du GIEC, dans le concept de Climate Development Resilient, un développement résilient au climat, qui prend en compte l'adaptation au changement climatique, l'atténuation au changement climatique et l'atteinte des objectifs de développement. On a vu ici des exemples de mes collègues chercheurs et de France que, en fait, il y a des solutions qui ont été prouvées, notamment l'agroécologie. Maintenant, ce qui manque, peut-être que ma question s'adresse aux représentants du ministère. Qu'est-ce qu'on attend pour la mise à l'échelle? Est-ce qu'il ne faudrait pas une transformation profonde de l'agriculture? Moi, j'ai des doutes, en fait, par rapport à cette transformation profonde. Ou bien, peut-être, c'est un défaut de cohérence. Parce que j'ai entendu récemment des représentants du gouvernement, de Petrosen en l'occurrence, qui disent qu'avec la production, en tout cas l'exploitation du pétrole et du gaz, on va produire beaucoup d'engrais azotés et ça va être la fin de l'insécurité alimentaire. Donc il y a ces questions-là qui me taraudent. Qu'est-ce qui manque pour la mise à l'échelle et la transformation profonde de l'agriculture? Bravo, très important. Merci. Une question très très importante. Merci. Voilà, donc, bonsoir à tous. Moi je suis Ismaël Alam, chef de division de la planification et des compétences transférées de la commune de Grain. C'est ici à... Donc en fait, par rapport au thème, parler de l'économie verte, nous avons un territoire au niveau de Grain où nous n'avons pas la possibilité, si vous voulez, de bénéficier un peu de cette économie verte là quelque part parce que nous n'avons pas d'espace pour pouvoir cultiver, parce que nous sommes en ville. Mais je me dis quelque part qu'il y a des stratégies peut-être qu'on peut mettre en place pour permettre à nos femmes surtout, qui sont dans le maraîchage ou bien qui veulent faire des activités génératrices de revenus, les permettre de bénéficier de cette économie verte-là. Maintenant, ma question c'est quelles sont les stratégies ou bien quelles sont les actions que vous avez par rapport à l'économie verte qui pourront faire bénéficier aux zones où il n'y a pas carrément de terre cultivable à suffisance. Voilà, nous sommes en ville, mais nous avons des femmes dévouées qui peuvent interagir dans des activités comme le micro-jardinage, en tout cas, dans des systèmes où elles peuvent bénéficier de cette économie verte-là. Mais quelles sont, si ma question est claire, les choses qu'ils peuvent mettre en place pour nous permettre, nous, de bénéficier de cette économie verte-là? Merci beaucoup. Bonjour à tous, je remercie les différents panélistes. Alors moi c'est Madame Sow, Bintou Diop. Je voudrais poser une question aux représentants du ministre. Je suis agronome de formation. C'est surtout par rapport à l'intervention de Madame Camara qui disait que parfois les chercheurs se substituent un peu dans d'autres rôles en faisant l'accompagnement des communautés. Et qui dit agriculture verte, agroécologie, va parler de technicité un peu sur certaines techniques de production verte. Et à mon avis, il faudrait aussi avoir un peu comme par rapport au modèle français, avoir des chambres d'agriculture avec des conseillers
Peut-être que le ministère travaille déjà sur des systèmes similaires, mais ma question aux représentants du ministre, c'est est-ce que aujourd'hui le ministère de l'Agriculture travaille à avoir des organisations de proximité qui vont aider les agriculteurs dans le sens d'avoir de l'accompagnement technique, mais au niveau local. Parce que parfois même des jeunes comme moi qui vivent à l'extérieur s'intéressent à l'agriculture sénégalaise. On voudrait faire des initiatives, mais on n'a pas l'information, on n'a pas l'accompagnement technique qu'il faut pour pouvoir voir les opportunités qu'il y a et travailler dans le sens de devenir utile pour notre pays. Excellent. Excellent. Je crois que ça vous interpellez le ministère, mais peut-être par rapport à l'ANCAR, au conseil et tout cela. Madame, au fond, je crois que... Bonjour. Moi, c'est Océane. Je travaille pour une fondation espagnole qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Et je suis ici dans le cadre d'une étude sur les pertes agricoles au Sénégal. Du coup, ma question sera portée un peu sur ce quoi je suis venue jusqu'ici. Quand on parle d'autosuffisance alimentaire, souvent on parle de production, de comment mieux produire ou d'augmenter en fait les capacités de production. Et souvent on oublie que le gaspillage alimentaire et les pertes agricoles, c'est 40% de ce qui est produit. On peut penser que c'est un problème de pays de riches, mais non, c'est un problème qui fait partie de nos systèmes alimentaires actuels. Et ma question est assez simple, mais à la fois complexe. Qu'est-ce qui pourrait permettre de réduire, on va dire, à son niveau structurellement le plus bas, les pertes agricoles et le gaspillage alimentaire, mais surtout d'un point de vue des pertes agricoles qui sont dues du coup aux taux critères de commercialisation qui sont des critères esthétiques, mais aussi des critères économiques et j'en passe. Excellent. Merci infiniment, très clair et précis. À vous, madame. Je crois qu'il y avait quelqu'un ici, là-bas, derrière vous. Bonsoir, c'est Madame Khadifal, adjointe maire à la commune de Anne-Belair. Pour mon intervention, ce sera sur l'économie alimentaire. Parce que nous avons des unités de production au niveau des communes. Et le souci majeur des femmes, c'est l'accès aux terres. Parce que nous achetons des produits, mais à des coûts très élevés. Et si nous interprétons le ministre, et si nous pouvons avoir des terres pour cultiver nos propres semences. C'est le souci majeur des femmes. Ensuite, l'autre intervention, ce sera sur le micro-jardinage. Parce que nous voyons que nos terres, dans les villes, il n'y a pas d'espace pour cultiver. Mais nous pratiquons les cultures de micro-jardinage. Et avec ce micro-jardinage, nous avons une culture saine. Donc, nous demandons au ministre d'appuyer ces femmes détenteurs des unités de micro-jardinage. Merci. Merci. Je crois que quand une représentante de la mairie demande la terre, Madame, il faut que vraiment vous nous aidiez. Hein? Elle est à la mairie, mais elle veut avoir de la terre pour cultiver. Voilà, elle va répondre. Alors, je crois qu'il y avait une ou deux dernières questions. Là, madame, et puis madame là-bas, et c'est fini. Les messieurs là, vous attendrez demain. Ici madame, et ici madame. Et c'est fini. Oui, bonjour. Alors, merci à tous. D'où je viens, au Québec, on fait un plan de communauté nourricière. Ça ressemble beaucoup à l'exemple du département de la Gironde. Mais quand j'entends que vous avez 40 citoyens sur votre comité de pilotage, je suis vraiment intéressée à savoir en fait comment vous réussissez à aller mobiliser les communautés, mobiliser les citoyens pour qu'ils s'impliquent dans ce type de démarche-là, parce que nous, c'est vraiment un enjeu qu'on a. Bonjour,
Fatou Bintou Sall. Donc, je voulais juste revenir sur l'économie territoriale. J'avais une fois entendu de l'AGRGMG parler quel rôle puisse jouer ce modèle-là pour permettre aux gens qui habitent au niveau de la Grande Muraille Verte de pouvoir développer cette économie verte. L'autre question est pour Astou. Je sais qu'elle travaille beaucoup sur tout ce qui et vous vraiment au niveau du Sénégal avec la recherche, développer tout ce qui est agriculture bio, et que ça soit accessible à tout le monde. Parce qu'en général, le bio, c'est un peu cher quand on va quand on voyage, tout ce qui est bio au niveau des grandes surfaces, c'est cher. Comme que ça soit accessible. Merci. Astou, tu ne vas pas dormir aujourd'hui. Madame. Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est Madame Binta Anne, présidente de la coopérative du réseau des SIPA dans le nord du Sénégal, plus précisément dans les 3 départements de Matam, Kanel et Podor. Bon, j'entends des gens dire qu'ils ont des problèmes de terre. Mais à Matam, il y a la disponibilité de terre. Il y a un potentiel de production énorme. Il y a des investissements qui ont été mis en place par l'État du Sénégal à travers le programme, un projet du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Mais nous, nos problèmes se situent au niveau de la commercialisation, du stockage. Je voudrais m'adresser au représentant du ministre. Notre plaidoyer au ministre de l'Agriculture de nous construire des marchés centralisateurs de nos produits. Nous avons un potentiel de production. Nous produisons des produits à haut rendement et à haute valeur ajoutée. Mais nous avons des problèmes de marché. Et c'est des produits périssables. Si nous avons des unités de transformation, à défaut des unités de stockage, ou bien vous nous construisez au Sénégal des marchés où on pourra centraliser tous nos produits. Comme les gens disent qu'ils ont des problèmes de production. Ils n'ont pas d'espace. Ils n'ont qu'à laisser à ceux qui ont de l'espace produire. Et nous avons l'État construit des marchés. Ils viennent acheter avec nous et ce sera beaucoup moins cher. Il n'y aura pas d'intermédiaire. Il n'y aura pas de cherté de prix. Il n'y aura pas de beaucoup de... C'est déjà clair. Voilà. Très clair. Il faut des magasins de stockage. Mais j'ai peur que le représentant du ministre va finir par fuir. Mais il ne faut pas bouger. Hein. On arrive là, monsieur le conseiller. À vous, madame. Dernière intervenante. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir et félicitations. Votre thème a été très intéressant. Madame Sow, je vais m'adresser un peu à vous. C'est normal que vous vous inquiétez trop. Vers des économies collectives et durables pour les territoires. Rendez-vous d'abord les 1er et 2 mai pour le Pré-Forum Jeune, puis le 3 mai, il faudra être au Grand Théâtre National pour participer au Pré-Forum. Donc moi je viens de Tambacounda. On est entouré par le bras de mer, qu'on appelle le Mamakunda. On n'a pas un problème. Le bras de mer tout seul. Donc, nous, notre problème c'est comment faire valoriser cette terre. On est entouré par nos mamans qui aiment beaucoup. Nous avons un problème de moyens. La terre n'est pas trop accessible. Mais aujourd'hui, si vous touchez à un parcelle, on vous dit que c'est pour notre grand-père ou grand-mère. Vraiment, nous voulons faire ce développement, la richesse de cette terre qui est là-bas, à travers les maraîchages. Madame Camara l'a dit tout à l'heure. Donc moi, je pense qu'avec l'agriculture bio, on mange bien. Nous voulons juste qu'on nous aide à valoriser, à ce que nous ayons accès, nos mamans et nos jeunes qui sont là, à cette terre pour pouvoir faire du maraîchage. Je crois que vous avez posé la question à la bonne personne. Mariam Sow, c'est son plaidoyer tous les jours.
Donc je crois qu'elle va contribuer à améliorer cela. Donc sans plus tarder, je pense qu'on va essayer de ramasser les questions. Il y a quelques questions de GIEC par rapport au développement résilient au climat, par rapport à tout ce que le ministère pourrait faire aussi en termes de réponses pour aller à l'échelle, par rapport aux stratégies là où il n'y a pas de terre, par rapport aussi à l'absence d'information. Je crois que ça c'est un peu plus l'encart, tout ça c'est au niveau du ministère. Les questions de perte post-récolte, surtout du gaspillage, qu'est-ce que vous avez prévu? Et surtout, comment aujourd'hui arriver à davantage valoriser les micro-jardinages. Peut-être là où, comme on dit, c'est le livre No One Behind, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Astou, vous avez plein de questions, je sais que vous n'allez pas dormir, avec tout ce qu'on vous a demandé sur le bio et tout. Je ne sais pas, je vais commencer par le ministère ou je conclue par vous? Je conclue par vous et quand vous parlez, plus personne ne parle. Donc, Mariam, comment aider les femmes là, à trouver de la terre là, au Sénégal? Comment on va aider les femmes à trouver de la terre? Bon, je crois qu'il y a de la terre au Sénégal. Mais attention, ça dépend de quelle zone. Si on a aujourd'hui la zone des Niayes, quand même, qu'on le veuille ou non, il faut accepter qu'aujourd'hui, cette zone, elle est tellement envahie par l'urbanisation que l'agriculture, même les populations qui habitent là-bas, ont aujourd'hui des problèmes. Les agriculteurs et les éleveurs. Donc, la politique de l'habitat aussi pose problème par rapport à cette zone de proximité où quand même on constate que l'urbanisation est en train de chasser les producteurs même de leur zone. Et si je dis producteurs, je dis aussi éleveurs. On sait bien, tout le monde suit la radio. On a écouté le phénomène de Tchambok, où des éleveurs et des agriculteurs qui ont habité pendant des années, mais comme il y a rétrécissement de la terre, donc il y a des conflits. Maintenant, en milieu urbain, moi je crois qu'il faut être généreux. Le Sénégal est composé du monde rural et aussi du milieu urbain. Tant soit peu, dans certaines zones où l'agriculture urbaine est possible, on essaie de faire. Si on prend un peu autour entre Pikine et Padoua, là, je ne sais plus comment s'appelle cette zone où il y avait des maraîchers qui s'installaient, mais aussi avec l'urbanisation, tout le monde suit qu'il y a des problèmes. Il faut que le milieu urbain accepte quand même de donner la possibilité aux producteurs ruraux de cultiver. Ceux qui ont fait le choix de cultiver, ils n'ont qu'à aller cultiver. Et essayer de voir aussi comment organiser la commercialisation et ceux qui ont choisi de vivre en milieu urbain, qu'ils puissent consommer aussi ce que le rural produit. Mairesse de Anne Belair. Les cultures comment on appelle ça, de table, là, le micro-jardinage. D'accord. Si les possibilités s'apprêtent, avec des espaces qui restent, c'est possible. Il y en a aussi qui font ça sur la terrasse. Mais je crois que jusqu'ici, quand même, nous avons des familles africaines, une famille importante. Est-il possible de sécuriser la consommation de la famille à partir des cultures de table? Et je parle aussi sous le contrôle des scientifiques. Ces cultures de table, tous les produits qu'on injecte là, je ne dis pas tout, j'en ai pratiqué parce que je n'avais pas compris. Mais tout n'est pas rose, tout n'est pas biodé. Les produits qu'on met là, il faut aller attention avec ces cultures. Je parle sous vos contrôles. C'est des scientifiques aussi qui ont attiré mon attention par rapport à cette technique culturelle. Maintenant... Le dernier, oui. Le dernier point. Le dernier point, c'est quoi? Non, je dis votre dernière réaction. Non, ma dernière réaction... Oumar, arrête. Je suis sa patronne. Je suis la membre de IPAR. Non, ne se moque pas de moi, laisse-moi parler. Donc, pour moi... Point.
Je crois que ce que j'ai entendu ici et ce que j'ai vécu, d'une nouvelle génération aujourd'hui qui gouverne le Sénégal. Oui, je prends le conseiller du ministre là qui est à mes côtés et même le ministre avec qui j'ai partagé beaucoup de réflexions autour de l'agroécologie. Et en l'écoutant, je suis convaincue qu'il a la conviction lui-même. À travers tous les propos qu'il a eu engagés pendant les journées de la DITAES, au niveau de la subvention de la fertilisation, au niveau des systèmes de production de semences, au niveau de la réhabilitation des zones arides. Donc il y a plein d'engagements sentis avec nos systèmes de dialogue, avec nos gouvernants. Maintenant, tout reste que l'agriculture paysanne africaine ou l'agriculture paysanne sénégalaise, les pratiques qu'on avait, la diversification des cultures, la rotation, tous les systèmes de production accompagnés scientifiquement, on est en mesure d'assurer la souveraineté alimentaire et une alimentation saine. Et le dernier point que je vais dire aussi, les autorités sénégalaises nous disent oui, mais il faut des évidences. Donc il faut prouver. Et c'est là où la recherche est avec nous sur le terrain pour sortir des chiffres. Mais les évidences, elles se situent à deux niveaux. Et on est dans des expérimentations où il faut des investissements. Ce n'est plus les parcelles de démonstration, mais c'est dans le champ des producteurs. Astou aura ces chiffres en termes de rendement à l'hectare, mais que le producteur aussi arrive à avoir ces sacs de mil, ces sacs de riz, qui lient aussi les évidences. C'est ça la question. Et je crois que le ministère est prêt à y aller avec la DITAES. C'est incontournable avec ce qu'elle a dit autour du changement climatique. Il faut oser. On est tenu de changer de paradigme si on veut que cette planète Terre existe encore pour nous et pour les générations futures. Merci beaucoup. Merci ma patronne. Merci Mariam. C'est difficile de t'arrêter parce que tu as beaucoup de choses à dire, mais je pense que sur la question de l'agriculture urbaine, Mariam en a parlé, surtout les pertes post-récolte, si vous pouvez dire rapidement quelque chose. Mais vraiment en 2 minutes, toi, moi, je peux t'arrêter. Ouais, je vais essayer d'être succinct. Donc, d'abord, sur les pertes post-récolte. Alors, c'est vrai qu'il y a des estimations assez importantes sur les pertes. Maintenant, il faudrait bien spécifier ce qui relève des vrais gaspillages et puis des logiques de déclassement. Parce que je peux vous dire qu'en Afrique subsaharienne, les produits déclassés, par exemple, dans les circuits d'export, atterrissent immédiatement sur le marché domestique et contribuent à nourrir la population. D'ailleurs, en ce moment, l'ISRA, le CIRAD sont en train de mener un projet pour réévaluer la question des pertes. Il y a d'autres travaux qui me paraissent particulièrement intéressants et qui montrent que l'agroécologie donne lieu à des produits qui se périment moins vite. Donc ça diminue la périssabilité des produits. Et ça, beaucoup d'agriculteurs et d'agents de développement l'ont constaté sur le terrain et on est en train, mes collègues en particulier du CIRAD et de l'ISRA, d'évaluer cette question. Parce que l'agroécologie diminue améliore la durée de conservation, ça apporte un avantage certain, puisque aujourd'hui ces pertes, elles sont réelles, et se demander, comment dire, si certes aujourd'hui on dit que l'agroécologie baisser légèrement les rendements, mais si en même temps elle fait baisser considérablement les pertes, il se pourrait bien que, in fine, l'agroécologie produise plus que l'agriculture conventionnelle. Or, on n'a jamais envisagé les choses de cette manière-là. Donc, quand on nous demande d'apporter des évidences, d'apporter des preuves scientifiques que l'agroécologie, ça marche, je dis oui, pourquoi pas.
Mais j'aimerais bien également qu'on me donne des preuves que l'agriculture conventionnelle nourrit le Sénégal. Moi, je ne suis pas sûr que l'agriculture conventionnelle nourrit le Sénégal et l'Afrique aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a certains politiques, certains élus au Sénégal qui n'ont pas attendu ces preuves-là pour engager des politiques ambitieuses de transition agroécologique. Je pense notamment au maire Omar Ba, qui dans sa commune fait un travail remarquable. Je vous remercie. Merci pour cette concision. Effectivement, les pertes post-récolte se situent autour d'une trentaine de pourcents. Ça dépend aussi des spéculations, c'est vrai. À vous, Astou. Bon, je ne serai pas très long. Raphaël a un peu répondu sur la question de... Alors, on me pose la question sur la bio. Donc, déjà, moi, je suis sociologue, donc je vais être très prudente et humble dans mes réponses. Donc, à l'ISRA, il y a beaucoup de collègues qui travaillent depuis un moment sur comment améliorer les moyens de production et répondre à cette demande d'avoir des produits sains, durables sur le marché. Donc, il y a la production de technologies aujourd'hui disponible. Raphaël vient de le dire. La question de l'accessibilité, pour moi, il y a une question, comment on appelle, un couteau à double tranchant. Donc, aujourd'hui, à l'échelle à laquelle s'approprient ces innovations-là, Raphaël en a parlé, on a travaillé par exemple dans la zone du bassin arachidier, précisément autour de Toubatoul. Et les femmes, par exemple, qui sont accompagnées à produire de l'oignon de façon agroécologique, fournissent plus d'efforts, font face à plus de risques par rapport à des ravageurs, etc., arrivent à avoir une production qui, selon elles et selon les consommateurs que nous avons enquêtés, dure plus longtemps que les produits issus de l'agriculture conventionnelle. Or, cette production-là sur le marché n'est pas achetée à un prix plus fort. Donc la question qui se pose pour ces producteurs et productrices, c'est l'effort supplémentaire qui est produit, comment est-ce qu'il va être rémunéré. Donc il y a des réflexions et des recherches en cours pour voir comment agir à l'échelle du territoire. Mais ça m'amène à dire que nous, notre postulat, en tout cas en tant que scientifique, et je pense que c'est assez partagé, quand on veut s'inscrire dans la durabilité, il faut accompagner les circuits courts de production et de consommation pour à la fois faciliter également cette question d'accès. J'avais une petite remarque par rapport à la question de Madame sur le changement climatique. Et je pense que c'est une question qui est adressée à mon collègue du ministère, mais je l'aide un peu sur sa réponse. Boubacar. Alors, je pense qu'également, nous sommes inscrits dans la transition. On se dit souvent au niveau de l'IRSA, dans nos réunions, mais cette transition, elle va prendre combien de temps? Donc pour moi, la question de la mise à l'échelle questionne également ce temps-là de transition. Bien entendu, il faudrait que les moyens suivent, que la prise de conscience soit collective, et tout ceci nécessite du temps. Et moi, je suis assez optimiste et confiante quand on regarde aujourd'hui les dynamiques au Sénégal à plusieurs échelles, y compris à l'échelle politique, ce n'était pas évident, mais aujourd'hui, on voit tous les efforts qui sont en train d'être faits par le ministère. Cette transition, elle est engagée. Il y a encore du temps et des efforts à faire, mais il faudra laisser le temps à ce temps-là pour que ça puisse se faire. Merci. Je suis désolé, pour une fois, là, on aurait dû arrêter maintenant. Mais malheureusement, on est obligé de vous demander 15 minutes pour terminer le tour de table, parce qu'il y a une question pour monsieur le directeur général sur les modèles intégrateurs de la Grande Muraille Verte, plus d'autres points. Rapidement, s'il vous plaît, ensuite vous. Et puis le représentant du ministère va clôturer. Et puis vous allez dire un mot de synthèse. Merci, docteur. Ce modèle intégrateur, je n'aime pas en parler si je n'ai pas une heure de temps. Parce que c'est un modèle intégrateur et il parle de questions assez complexes. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas le temps. Questions d'agriculture, questions d'élevage, questions d'accès à l'eau, de la souveraineté alimentaire, de l'immigration clandestine, de l'exode rural. Il parle aussi de la transhumance, il parle de questions liées à la sécurité et aussi aux conflits socio-économiques entre les agriculteurs et les éleveurs. C'est tout un package que le PNUD a eu l'amabilité de nous appuyer pour qu'on élabore ce programme-là sur instruction du président de la République, le président Macky Sall, et que la DGPPE nous a aidés pendant 3 mois à maturer. Et on a été à la rencontre de quelques 500 000 citoyens
de la Grande Muraille Verte pour recueillir leur perception. Donc, ce n'est pas un programme de l'agence, mais c'est un programme de l'État du Sénégal qui vient juste de terminer. Mais c'est un programme qui répond énormément à des questions, y compris les questions de changement climatique, de la restauration des sols. Et je vous invite par exemple le 19 parce qu'on doit le partager avec les organisations non gouvernementales. Et c'est un programme, ce sera certainement avec Madame Anna va certainement partager l'information avec vous. Vas-y. Non, c'était juste, effectivement, vous dites, vous avez besoin d'une heure pour expliquer tout ça. Mais en tout cas, là, c'était une ouverture sur l'économie verte. Et donc, je vous engage, je vous invite à aller sur les tables rondes pour vraiment venir alimenter. Il y a, le programme est dense. Et du coup, vous pouvez venir aussi parler de ce qui se fait plus précisément pour venir, nous, qu'on récupère la matière, pour derrière pouvoir l'utiliser. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, juste pour un mot, sachez que le programme intégrateur, c'est l'ensemble de la problématique de la Grande Muraille Verte qui a été mis dans un méga package. Donc, je serai disposé à partager avec vous ce... Excellent. On vous donnera l'occasion. On va vous challenger sur ça. Il y a des chercheurs, il y a des responsables de GIEC, en tout cas de changement climatique, et on confrontera, on créera les conditions pour un challenge accepté. Vous acceptez. Challenge accepté. Merci beaucoup. Oui, une image. Quelqu'un a parlé d'aller monter à l'échelle. Parce que c'est bien faire des pilotes, c'est bien faire des beaux projets, mais qui sont petits. Il faut monter à l'échelle. Scaling up. Comment faire? Alors, une image, je vous laisse avec une image. L'image, c'est un objet qui s'appelle système alimentaire durable. Cet objet est sujet à deux forces qui tirent. Un est la politique du gouvernement. Ça, c'est la force qui tire les systèmes alimentaires durables. Une deuxième force qui tire sont la culture des consommateurs, qui vont pour les bio, même si les bio coûtent un peu plus cher. Et petit à petit, va coûter moins cher, n'est-ce pas, si on monte à l'échelle. Derrière, il y a une force qui pousse, et ça, c'est la finance. Une finance qui doit être souple, qui doit être appropriée pour les systèmes durables et négative, disons, pour les systèmes qui ne sont pas durables. Une finance, il y a des exemples, il y a des exemples, Crédit Agricole qui donne des prêts à un taux plus bas si les investissements sont faits avec certaines règles de durabilité. Ça, c'est un exemple. Mais les trois forces, ça, c'est la finale, doit marcher à la même vitesse. Sinon, risque de n'être pas efficiente. Si on a une politique du gouvernement très avancée dans les secteurs comme l'Europe, l'Union européenne, Green Deal, etc., trop avancée pour les systèmes financiers, pour les systèmes de la distribution, pour les systèmes des consommateurs. La politique doit être à la même vitesse de la culture des consommateurs et de la finance derrière qui pousse dans la même direction. Bon, je ne sais pas, sur la finance, sur les politiques. Mais c'est vrai que nous, en fait, on va commencer à travailler sur ce que l'on offre comme subvention, être un peu plus exigeant sur beaucoup de choses. Je suis vice-présidente à l'habitat. Vous voyez, on est en train d'y travailler, avoir des exigences un peu plus de résilience plus importantes sur l'octroi de nos aides à la production de logements. Ça ne se fait pas en 2 jours, mais... Non, je voulais juste répondre à la question de la jeune femme sur comment on mobilise 40 citoyens. C'est quand même un travail de longue haleine. On a une collectivité qui est très décentralisée, on a des pôles territoriaux, on a un maillage associatif énorme, et on a des relais. Ce sont les maires, ce sont nos agents aussi sur les territoires. Et cette histoire d'alimentation et d'agriculture intéresse quand même les gens. Ça se voit, que ce soit en milieu urbain, parce que sur Bordeaux et Bègles, ça intéresse. On a aussi des fermes urbaines, on veut monter des fermes urbaines à Bordeaux pour qu'ils soient autosuffisants. Pas sûr qu'ils y arrivent, mais on va quand même aider. Et en milieu rural aussi. Alors c'est comme ça qu'on arrive à mobiliser, c'est pas de la com, quoi. En fait, c'est du réseau. Parce que comme Maud est conseillère régionale et moi je suis conseillère départementale, on est quand même des élus de terrain. On est dans nos cantons, on connaît les gens pour qui on fait des choses. C'est facile de mobiliser les gens quand on les connaît un peu.
Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. En tout cas, cette contribution, et comme on est rattrapé par le temps, on va laisser la parole. Oui, juste avant elle, avant le conseiller, je voudrais laisser la parole à ma collègue, parce qu'elle a pu peut-être prendre quelques points et puis les reverser pour que, après avoir répondu, vous clôturez en même temps. On est désolé vraiment, je sais qu'il se fait tard, on a une journée très longue. À vous. Donc moi, je ne vais pas faire de synthèse, à vous. Non, en tout cas, merci à tous les intervenants. C'était vraiment une table ronde intéressante. Et comme je le disais, ça ouvre la thématique économie verte. Et effectivement, vous pouvez aller ensuite sur les différents ateliers autogérés et tables rondes qui sont mis en place là, ces 2 jours et demi. Donc, allez-y pour approfondir tous ces sujets. Moi, ce que j'ai retenu des différents témoignages des uns et des autres, c'est comment on accélère les transformations agricoles. C'est vraiment une problématique qu'on se pose tous, que ce soit, on a parlé ce matin, nord-sud, on est tous dans cette questionnement. Comment on fait, comment on met en œuvre derrière pour arriver à transformer nos agricoles, nos façons de faire et aussi nos façons de consommer. Comment on fait ensemble aussi, les paysans, les paysannes. Moi, j'aime beaucoup cette expression de culture paysanne. En tant que fille de paysan, ça me parle énormément. Donc, comment on fait paysanne, paysan avec les scientifiques, parce qu'effectivement, on a besoin aussi d'avoir ce lien avec les scientifiques pour venir abonder sur derrière nos transformations, et comment on fait avec les gouvernements locaux, les États, pour qu'on soit dans l'accélération des transitions. Vous avez parlé du rapport GIEC. Effectivement, on est objectif et il nous faut accélérer sur cette dynamique-là. Et en tant qu'élu, comme ma collègue, effectivement, on a besoin de ces remontées de terrain, de ceux qui font, de ceux qui, aussi au niveau des scientifiques et aussi au niveau des gouvernements locaux, pour derrière qu'on mette en œuvre nos politiques publiques, qu'on puisse mettre un cadre pour accélérer ces transitions. Et vraiment, vous avez eu des beaux témoignages dans ce sens, donc merci à vous tous. Et aussi, une dernière chose, j'ai entendu dans les interventions sur l'accès au foncier. Effectivement, c'est une grosse problématique aussi sur France. C'est une grosse difficulté sur l'accès au foncier. Il y a des lois qui se sont mises en œuvre au niveau, qui devraient se mettre en œuvre au niveau du gouvernement français pour essayer justement de préserver nos terres agricoles et éviter l'urbanisation à tout prix. Donc je partage complètement cette difficulté-là, et je pense que d'autres pays, d'autres continents partagent aussi ça. Donc merci à tous. Je vous laisse la réponse peut-être sur l'accès au foncier. Ça m'intéresserait de savoir comment vous vous positionnez. Merci bien. Merci aussi, Dr. Cherouma. Je crois que je vais répondre de manière ramassée, comme ça, parce qu'on est un peu pris par le temps. Tout d'abord, il faut savoir que la stratégie qui est mise en place par le gouvernement du Sénégal, surtout quand il traite les questions de gestion durable des terres. Par exemple, je vous donne un chiffre. Cette année, avec les 100 milliards que le chef de l'État a mis pour la campagne agricole, nous avons opté pour de 200 000 tonnes pour subventionner l'engrais. Et parmi ces 200 000 tonnes, les 20% c'est pour l'engrais organique. Mais aussi, il y a un autre aspect très important où nous allons prendre pour 50 000 tonnes pour le phosphatage des sols. Parce que la plupart des sols sénégalaises, vraiment, c'est des sols un peu pauvres. Donc, pour dire que par rapport à cette question de durabilité, elle est dans la stratégie, mais aussi elle est quelque chose de manière continue. Bon, les uns et les autres, ils ont posé beaucoup de problèmes par rapport à l'asymétrie d'information. Je crois qu'il y a une dame qui a parlé de l'accès au marché et aussi comment gérer les pertes post-récolte. Par rapport à
l'accès au marché. Tout d'abord, bon, il faut dire que les nouveaux concepts de l'agriculture, il ne faut pas semer tant que vous n'avez pas de marché. Mais une fois que vous avez semé aussi, il faut savoir que le gouvernement a mis en place des instruments. Par exemple, dans le programme agricole de cette année, les gens oublient souvent que le ministère il a un nom qu'on appelle équipement rural. L'équipement rural, ce n'est pas seulement l'équipement attelé, mais aussi c'est les magasins frigorifiques. Par exemple, cette année, nous avons prévu 20 entrepôts frigorifiques avec des capacités de 14 000 tonnes de stockage, et aussi pour les magasins de stockage avec des hangars avec une capacité de 100 000 tonnes. Donc ça veut dire que tout ça, ça entre dans la commercialisation. Mais il ne faut pas oublier aussi, il y a d'autres sectoriels qui sont impliqués dans la commercialisation, le ministère en charge du commerce, et aussi l'agence de régulation des marchés. Pour venir au niveau de tout ce qui est lié au changement climatique, je crois qu'aujourd'hui, vous avez entendu le chef de l'État parler d'état d'urgence climatique. Qui parle d'état d'urgence climatique dit action de riposte. Donc je crois qu'ici, ce qui est plus important, comme l'a dit ma collègue de l'ISRA, les transitions vers quoi? Ou bien le temps qu'il faut. Mais je crois que c'est très important qu'on puisse maîtriser cette transition énergétique. Par exemple, dans cette réponse par rapport aux actions climatiques, toutes les actions d'adaptation, de résilience, il y a ce qu'on appelle la maîtrise de l'eau. Or, on ne peut pas maîtriser l'eau sans vraiment maîtriser tout ce qui est notre coût énergétique. Et ça, je crois que c'est très important avec les opportunités que nous avons avec le gaz. Ce n'est pas seulement pour produire de l'urée, mais aussi pour nous aider vraiment à faire ce grand saut de la maîtrise de l'eau. Et dans ce cadre aussi, je crois qu'en parlant de l'économie verte, il faut savoir que cette économie se base, elle se groupe deux types d'activités principales. Les activités classiques avec des procédés qui utilisent moins d'énergie et moins de consommation d'énergie. Mais le second aspect, c'est les éco-activités dont la finalité est surtout la protection de l'environnement, mais aussi tout ce qui est gestion des ressources naturelles. Je crois qu'il y a certains aussi qui ont posé des questions par rapport à comment renforcer les organisations paysannes. Et ça, je crois qu'on a des structures qui sont là, les FNDAPS, qui est vraiment qui nous aide vraiment à la structuration des interprofessions, parce qu'on ne peut pas arriver à certains résultats tant que les producteurs ne sont pas organisés. Il y a les sociétés de coopératives qui sont là, mais aussi il y a tout ce qui est la mise en place des interprofessions selon les filières. Mais aussi il y a le conseil agricole qui est là. Et je disais à l'entente de mes propos, le problème d'asymétrie d'information, souvent la plupart des gens ne sont pas informés des programmes qui sont en cours. Par exemple, tous les programmes qui se trouvent au niveau du ministère en charge de l'agriculture, ils respectent ce qu'on appelle l'équité sociale et territoriale. Par exemple, quand vous allez dans la zone des Niayes, ceux qui connaissent vraiment la zone des Niayes, une zone de production maraîchère, nous avons des projets vraiment qui sont éco-soutenables, qui est le paysan. Lorsque vous allez au niveau de la zone du Sénégal oriental et tout ce qui est Kolda, nous avons aussi d'autres programmes qui vraiment qui œuvrent dans cette dynamique de l'entrepreneuriat, mais aussi de la résilience par rapport à tout ce qui est changement climatique. Donc je crois que la plupart des intervenants aussi ont parlé de ce changement de paradigme par rapport aux enjeux qui sont liés au système alimentaire. Bon, c'est pour vous dire que vraiment, il faut prendre en considération les prismes d'écologie sociale et environnementale. Ça, je crois que c'est très important. Et c'est ça pour dire que notre alimentation doit se relier à soi-même et doit se relier aussi aux autres, mais aussi doit se relier à la biosphère. Donc vraiment pour être en phase par rapport à tout ce qui est système alimentaire. Mais dans la thématique, on a parlé de gouvernance alimentaire. Je crois que la plupart des intervenants n'ont pas parlé de cet aspect. Mais dans cette... Oui, peut-être que je n'ai pas bien suivi. Bon, dans ce scénario vraiment prospectif de gouvernance, je crois que pour les systèmes alimentaires, il faut que la société civile et tout ce qui est les collectivités locales reprennent le flambeau en ce qui concerne avec l'ancrage des systèmes alimentaires dans
dans la diversité, dans l'agroécologie et dans les droits humains, mais aussi transformer les structures de gouvernance, mais surtout orienter les flux financiers. C'est très important de financer la recherche, de financer aussi tout ce qui est action de production de base, mais aussi de taxer toutes les entreprises. Mais ce qui est important aussi, c'est les modalités de collaboration entre la société et vraiment tout ce qui est acteur. Et ça, je crois que depuis la venue du ministre Aly Ngouille Ndiaye, il a vraiment instauré une démarche participative et inclusive dans la stratégie qu'il a mis qui traduit la vision du chef de l'État. Et je crois que ce qui est plus important, souvent, je le dis souvent dans les séminaires, on fait beaucoup de théories. Maintenant, après ce forum-là, next step, c'est quoi? Je crois qu'il est temps d'agir. Il faut qu'on sorte vraiment des sphères théoriques pour qu'on entre dans des sphères d'action. Et je crois que sur ça, monsieur le maire, l'honorable maire, Barthélémy Diaz a parlé aussi de la plateforme DK 20-23-30, qui est très important pour moi, qui n'est qu'une déclinaison de la vision du PSE en ce qui concerne, l'équité territoriale et sociale. Je crois que pour dire les mots de la fin, il faut qu'on ose réformer. Et je crois que sur ça, je vous remercie vraiment de votre aimable attention et on remercie les uns et les autres pour leur participation active. Merci. Je vous applaudir et vraiment à demain, sauf s'il y a une information des organisateurs. Sinon, en ce qui nous concerne, nous vous remercions et bonne soirée. Continuez sur le site. Merci. Bonne soirée.